On commence notre plateau avec une invitée qui va nous parler d'un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est clairement « Défendons la liberté de la création ». Et notre invitée, c'est Agnès Tricoire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes également délégué de l'Observatoire de la liberté de création. Un observatoire créé en 2002. Peut-être un mot sur cette instance. Alors, quelle était l'idée de départ? Bon, d'abord, merci beaucoup de votre invitation. L'Observatoire s'est créé à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme qui a réuni autour d'elle un certain nombre d'organisations de la culture, l'éducation populaire, de la culture, tous arts confondus. Et le principe de l'Observatoire, c'est que tout le monde est solidaire. Dans le monde de la culture, normalement, il y a les arts vivants, le cinéma, la littérature, la danse, et tout le monde est séparé. La musique, tout le monde est séparé. L'Observatoire, c'est une instance de solidarité et de réflexion en commun sur les phénomènes de censure. Et ça fait 20 ans qu'on y travaille, qu'on intervient et qu'on y réfléchit ensemble. Et c'est aussi un lieu interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'en dehors des organisations qui sont représentées, il y a des membres qui sont là à titre personnel et qui sont philosophes, professeurs d'université, de littérature, producteurs de cinéma, artistes. Toutes les professions sont... C'est pas du tout uniquement un truc de juriste. C'est notre objectif. Ça a été évidemment de travailler sur le droit, mais aussi de travailler sur tout ce que signifie les demandes de censure, les cas de censure, de ce que ça signifie sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan esthétique. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre notre propre culture de la censure commune à tous par un nouvel outil. Alors, je n'ai pas encore précisé un point important. Vous avez co-dirigé la rédaction de cet ouvrage qui est avec nous, l'œuvre face à ces censeurs, édité par La Seine. On va y venir parce qu'il y a un problème. Vous le dites, vous le dénoncez, il y a un problème autour de la liberté de création. Elle est vraiment menacée aujourd'hui ? C'est-à-dire que quand on a fondé l'Observatoire en 2002, les gens contre qui on luttait, c'était l'extrême droite, les catholiques intégristes, les religieux intégristes de tout poil d'ailleurs. C'était simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un certain nombre de gens du camp progressiste se sont mis à faire des demandes de censure. Vous avez des exemples en tête ? Pour des combats, oui, je termine juste pour des combats justes. Par exemple, le féminisme, par exemple, la lutte antiraciste, mais avec des moyens complètement erronés. Alors oui, j'ai plein d'exemples. Il y en a un dont je viens de parler sur la scène des bis, là, c'est Exhibit B, qui est le premier moment où à la fois un metteur en scène est accusé de racisme alors que c'est Brett Bailey qui veut dénoncer l'esclavage dans son spectacle. Et il est dénoncé par des gens qui n'ont pas vu son spectacle. Ce qui est extrêmement grave parce que finalement, c'est aussi ce que faisaient les gens d'extrême droite, c'est de ne pas aller voir les... Moi, je me suis intéressée à la censure quand j'étais toute jeune, quand un cinéma à Saint-Germain a brûlé parce qu'il passait La Dernière Tentation du Christ de Scorsese. Donc vous voyez, mon histoire avec la censure, elle est ancienne. Et je me suis retrouvée au TGP à Saint-Denis le jour de la première, avec des gens qui ont explosé la porte du TGP à cause de ce spectacle. Et donc vous voyez qu'il y a une correspondance, c'est la violence. Il y a des censures un peu plus insidieuses, on pourrait dire. Vous le dites à l'Observatoire, par exemple, à Radio France, sur certaines antennes, celle de France Musique, les restrictions budgétaires font peser un risque sur la liberté de création du côté de certaines émissions. C'est une autre forme de censure ? Absolument, absolument. La censure économique, c'est un des moyens de la censure, mais on peut aussi parler... alors, on ne parlera pas forcément... les choix de programmation aussi, nous, on n'appelle pas ça de la censure, mais on peut quand même s'interroger pour savoir si c'est de l'autocensure. Le fait de ne pas programmer tel ou tel spectacle, parce qu'on va avoir peur que le public réagisse. De plus en plus, à cause de la multiplication des censeurs, de plus en plus, on a peur de la réaction des publics, qui sont très divers et qui n'ont pas forcément la même opinion sur les spectacles ou les œuvres. Et on le voit, on peut se mettre à la place des gens qui programment et qui diffusent des œuvres. Il y a de plus en plus de craintes, au pluriel, à avoir. C'est pour ça que nous proposons un outil de réflexion et un outil de résistance.
C'est-à-dire que la loi, elle est plutôt du côté de ceux qui font et qui programment les œuvres. La loi a changé, elle a évolué en 2016. Elle protège maintenant de façon très explicite la liberté de création et de diffusion des œuvres. Il y a même un délit pénal qui a été conçu par le législateur contre ceux qui empêchent les œuvres d'être diffusées avec des moyens en réunion, etc., enfin, comme le fait le code pénal. Et est-ce que c'est clairement mis en œuvre concrètement ? Alors, je pense que d'abord, ça n'est pas assez su. C'est aussi pour ça qu'on a fait cet ouvrage. C'est que il faut remplacer la peur par du savoir. C'est toujours ce qu'on peut faire de mieux par rapport aux craintes en général. Et le savoir, il permet de constituer une réponse forte. C'est pour ça que dans ce guide, il y a 2 outils. Il y a une étude de 13 cas tout à fait symbolique des 20 dernières années de la censure en France. Avec des portes d'entrée assez faciles, avec des portes d'entrée faciles. Et on l'a écrit pour les non-sachants, hein, vraiment. Même si ceux qui ont rédigé ça, c'est des philosophes, des professeurs de littérature, etc. On l'a écrit pour le grand public. Bon. Mais on l'a aussi écrit pour les professionnels, pour les élus. Et à la fin du guide, il y a 2 outils très précieux. C'est un vade-mecum du censuré et un vade-mecum du censeur, où on explique, alors censeur entre guillemets, où on explique à ceux à qui on demande de prononcer une décision de censure, on leur explique toutes les bonnes raisons qu'ils auront de ne pas le faire. Voilà. C'est facile de résister à la censure. Non, c'est pas facile. Non. La pression est énorme. Simplement, il faut prendre le temps de la réflexion et ne pas prendre des décisions seules. Très souvent, la plupart du temps, les décisions de censure sont démenties. Ceux qui censurent dans les mouvements de panique n'offrent pas une très très bonne image d'eux-mêmes. Hein. Et en plus, en général, ils sont un peu ridicules parce que l'histoire les dément et que les œuvres gagnent toujours leur liberté. Donc, presque toujours en tout cas. Qui a intérêt aujourd'hui à censurer des œuvres ou des artistes ? C'est une bonne question. Qui a intérêt ? Si vous m'interrogez moi je pense que personne n'a intérêt à le faire. Que c'est stupide parce que les œuvres se distribuent sous le manteau. Même les œuvres les plus terribles, on sait très bien qu'elles sont distribuées de façon illégale. Donc la censure ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut mettre en œuvre et en place, c'est un accompagnement des œuvres compliquées et difficiles. Et quand il y a une vraie polémique ou une petite polémique, enfin c'est pas un qualificatif, quand il y a un débat autour d'une œuvre, il faut l'organiser, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Et ça, nos institutions n'en ont pas l'habitude. Il faut offrir les moyens du débat, c'est impératif. Le débat autour des œuvres, il est démocratique. Mais pour débattre d'une œuvre, il faut l'avoir vue. Il ne faut pas prétendre pouvoir débattre d'une œuvre tout en refusant de la voir. Ça, c'est une attitude antidémocratique. Et quand on parle de menaces sur des œuvres ou des artistes, l'ensemble du champ culturel est concerné ? Absolument. Ouais. Absolument. Il n'y a pas de cible particulière ? Non. Il y a le spectacle vivant, il y a la littérature, il y a le cinéma, qui est le seul à connaître une vraie censure a priori, avec une autorisation administrative pour la sortie des œuvres, qui a été de plus en plus durcie depuis 2003. Tous les champs de l'art sont concernés parce que les œuvres restent aujourd'hui dans des objets dangereux. On a l'impression qu'une œuvre, c'est une mine explosive et qu'on ne sait jamais comment elle va exploser. Donc tout le monde s'en méfie, tout le monde essaye d'identifier d'où peut venir le danger, mais personne n'est devin, donc voilà. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le travers américain qui consiste à faire regarder l'œuvre par des publics spéciaux qui vont donner leur avis. Des publics tests, des panels. Des publics tests, exactement. Ça, c'est une horreur parce que ces gens ne sont pas plus autorisés que d'autres à donner un avis. Il faut, encore une fois, avoir recours à la réflexion collective et non pas à plein de petites réflexions individuelles autour d'une œuvre. Et puis, il faut faire confiance au public. Le public est adulte, même le public enfant est adulte. Le public enfant réfléchit. Il ne prend pas tout comme argent comptant, comme on veut bien le faire croire. Et organiser la discussion, c'est vraiment le meilleur remède de tous ces maux. Est-ce qu'il y a des grandes erreurs à ne pas commettre face à des censeurs, à ceux qui lancent des menaces autour de la culture au sens large ? Vous l'avez dit, il faut savoir, il faut utiliser le droit notamment, il faut débattre. Il y a des erreurs à... Les grandes erreurs, c'est celle qu'a fait le maire de Montpellier avec le film J'accuse, qui, à la réception d'une simple lettre d'une section d'Oser le féminisme, faisant une pression complètement illégale sur le cinéma, a décidé de déprogrammer le film J'accuse de Polanski, ce qui est une erreur sur plein de niveaux. D'abord, on ne décide pas seul, encore une fois, de ce genre de... On fait toujours des erreurs quand on décide seul.
Deuxièmement, c'est considérer que le film en lui-même pose problème alors que ça n'est pas le cas. C'est un film utile, en plus extrêmement beau. Voilà, c'est un grand Polanski, c'est un grand réalisateur. Mais c'est pas non plus pour ça qu'il ne faut pas le censurer. C'est pas une question d'évaluation artistique. C'est aussi que c'est un geste complètement inopérant. De toute façon, le film passe dans toutes les salles. Ça ne sert à rien de s'exposer soi à prendre une décision qui est absolument nulle et non avenue et qui ne sert pas le combat qu'il prétend servir. C'est pas parce qu'on interdit 2 ou 3 projections d'un film qu'on va lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. C'est ridicule de le penser. Il faut agir en amont. Et on le redit, vous éditez, et c'est tout, c'est en avant-première d'ailleurs sur le plateau Absolument. de Culture Link, l'œuvre Face à ses censeurs. Merci encore Agnès Tricouart. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain numéro, et puis vous pouvez voir et revoir les interviews de Culture Link sur les réseaux sociaux et sur culturelink.fr. À bientôt.